On se base sur le World Backup Day, donc qui était le 31 mars. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est dans les médias. Officiellement, de ce que j'ai lu en grande ligne, hein, c'était vraiment pour éviter une mauvaise blague le 1er avril de part de hackers ou quoi que ce soit d'autre. C'est plutôt symbolique. Mais plus sérieusement, pour nous, ça semble plus important d'effectuer une restauration qu'une sauvegarde. Et surtout, on aimerait appuyer le fait qu'on ne peut pas simplement s'arrêter à une sauvegarde et la laisser telle quelle. Donc c'est plus une sensibilisation aujourd'hui de tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on devrait faire en dehors d'une simple sauvegarde. Donc là, ça c'est trivial. Toutes les solutions de sauvegarde peuvent faire ça. Des images de disque ou de volume, comme nous le faisons. À l'avenir, on aimerait faire aussi des fichiers, ça va être le futur. Et des sauvegardes complètes, ouais, par chaîne de sauvegarde. Ça paraît bête, mais il y a une vraie technologie derrière. Ça vous permet d'avoir des incrémentiels, d'avoir des fréquences de sauvegarde très avec une bonne fréquence et aussi sans interruption ni disruption. Donc l'utilisateur pendant la sauvegarde, il peut continuer à travailler. C'est rapide et fiable. Bon, vous connaissez déjà. Euh, si vous avez besoin d'approfondissement sur un de ces sujets, j'ai fait pas mal de webcasts aussi par rapport à la base d'AIP ces dernières semaines. Ça devrait être disponible sur YouTube prochainement. Chacune de ces étapes prend pas mal de temps à expliquer si je veux vous montrer exactement avec l'interface graphique. Mais bon, ça, si vous avez une fois appris pour une solution de sauvegarde, vous comprenez quasiment instantanément. Pour les autres solutions de sauvegarde, ça va pas varier à 100% de ce point de vue-là. Alors, ce qui va être plus complexe, c'est qu'est-ce que vous faites après. Et puis, évidemment, le but, c'est de préparer une bonne restauration pour le jour où vous en aurez besoin. Les sinistres, alors vous êtes bien placé pour savoir qu'on ne peut pas prévoir ces événements. Souvent, c'est un peu la loi de Murphy, hein. C'est vraiment au pire moment que ça va arriver. Le désastre, il va vous changer toutes vos priorités, alors que vous avez déjà un planning de la journée. Ça peut être n'importe quoi, que vous connaissez, une défaillance de disque dur, une base de données qui n'est pas consistante d'un jour à l'autre. Vous faites une mise à jour, même automatique, forcée, comme on les connaît, et ça rend le système parfois inutilisable. Bon, en général, c'est vraiment tout ce qui pourrait arriver à du hardware dans l'OS ou dans des applications de production que le client utilise. Alors, comment on peut faire pour diminuer cet impact de ce sinistre? Alors, la seule solution, vraiment, pour éviter que la situation devienne inacceptable pour le client, c'est-à-dire qu'il va attendre peut-être une journée entière pour pouvoir travailler à nouveau, ça c'est pas possible, on ne peut pas se le permettre. Bon, ça dépend du client, mais justement il faut l'avoir déterminé auparavant. Donc en pratique, je reçois souvent comme retour que c'est impossible de vendre votre temps de travail à l'utilisateur parce qu'il n'y a jamais eu de désastre avant et puis il n'en voit pas l'utilité, évidemment. Mais à ce moment-là, il faut, dans la mesure du possible, lui faire comprendre ou prendre conscience qu'il prend un risque. Et on parle justement, comme je disais avant, de journées entières de travail qui pourraient être perdues. Et puis, même pire, si les sauvegardes ne sont pas testées régulièrement, elles peuvent avoir changé d'état sur le disque dur et être devenues, dans quelques rares cas, mais qui arrivent une fois toutes les X années, où on se retrouve avec des sauvegardes qui ont changé sur le disque dur de telle manière à ce qu'elles ne sont plus utilisables.
Donc c'est absolument nécessaire. Bon là, évidemment, si on perd toutes les données, la menace, si on perd une liste de clients ou des choses vraiment critiques à une entreprise, ben on sait, hein, ça va être un peu funeste pour l'entreprise. Donc vraiment appuyer sur ces points au moment où il faudra vendre ce temps de travail supplémentaire où vous contrôlez. Euh, alors ça, il faut vraiment trouver les bons mots en fonction de chaque client. C'est difficile de lui faire assez peur pour qu'il prenne vraiment conscience à quel point c'est essentiel. Mais bon, après vous, ça vous fait aussi des prestations de service, ça va vous demander du travail. Justement, aujourd'hui, j'aimerais entrer plus en détail. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire exactement pour faire ces services supplémentaires pour vos clients, où il s'agira de préparer le cas de sinistre. Alors comment on va le faire? Chacun de ces points est un chapitre entier. Hein. J'ai fait des webcasts pour chacun de ces points. Bon, il y en a 4. Protéger les fichiers de sauvegarde. Alors, bon, il suffit, hein, comme je disais au début, on laisse pas juste une sauvegarde quelque part sur un disque externe. Ça, c'est vraiment le risque, comme je viens de le dire. Et bon, on peut diminuer en faisant des vérifications, mais c'est toujours pas assez. Il faut vraiment protéger. Là, il y a un webcast que j'avais fait avec Tandberg, en collaboration avec Tandberg. Il y avait plusieurs méthodes. Après, surveiller les backups en temps réel. Bon, ça, vous allez le faire avec ActiveVisor. Là aussi, j'ai fait un webcast pour ActiveVisor. Et tester les sauvegardes, ça, c'est essentiellement avec Image Center. Et le plan de reprise d'activité, de l'avoir en lieu sûr. Bon, au pire, c'est sur papier. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas perdre les informations essentielles. Ou même que ce soit disponible pour un collègue si une fois vous n'êtes pas là. Alors là, si quelque chose ne sera pas clair dans un de ces points, parce que ça sera un condensé, comme vous venez de comprendre, n'hésitez pas à me poser des questions, même si je vous ai dit qu'il y a des vidéos YouTube, vous écrivez dans le chat, et puis je vais essayer d'éclaircir les points où j'étais peut-être un peu trop rapide dessus. Alors, voilà, la première phase, voilà, protéger les backups, ben, voilà, tout le monde sait. Bon, ça c'est la stratégie 3-2-1, très connue. Bon, le plus connu, tout le monde sait qu'il faut 3 copies de ces sauvegardes. Bon. Alors là, le 2, c'est pour dire qu'il faut 2 types de technologies de sauvegarde. Donc, on peut éventuellement imaginer sur hard disk physique HDD et puis pourquoi pas une bande magnétique LTO. On fait une réplication en continu sur une bande magnétique. Voilà, c'est surtout de l'archivage, hein, c'est pas prévu pour être effacé. Alors là, c'est essentiellement par rapport à la durée de vie du média, évidemment. Si vous avez la même technologie, et puis que vous les touchez pas pendant 20 ans, puis les deux médias, vous avez besoin à l'an 21, bon, bah, les deux sont tombés en panne en même temps, c'est évident. Alors, une hors-site, là c'est aussi clair, hein, c'est une catastrophe naturelle, un cambriolage, un incendie ou autre, hein, on peut vraiment sur site, le site n'est plus utilisable, il faut avoir hors-site, ça c'est clair. Il y a eu des catastrophes dans le nord d'Italie, il y a quelques années déjà, ils ont perdu, il y a des entreprises qui ont vraiment perdu toutes leurs données à cause du tremblement de terre, c'était pas très joyeux. Bon, alors justement, pour approfondir ces sujets, il y a 2 documents gratuits. Si vous voulez, j'ai les liens. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors le premier, ça devrait vraiment pas poser de problème. Sinon, je vous envoie aussi à la fin. Je vous donnerai mon adresse email. Vous m'écrivez un petit mail. Vous aimeriez les documents. Là, le premier document, justement, il est issu du partenariat avec Tandberg. Vous voyez là le logo Overland Tandberg. On a travaillé ensemble pour établir une stratégie premièrement de rotation de disques, ce qui vous permet justement d'avoir dans la stratégie 3-2-1 quelque chose qui est toujours hors site sans que vous passiez
par l'internet. Hein. Vous pouvez avoir des clients qui sont réfractaires à envoyer leurs données à travers le grand réseau internet. Alors là, on peut proposer typiquement au chef d'entreprise ou au responsable technique de prendre avec lui le média RDX pour qu'il le prenne. Voilà. Tout ça, on explique en détail comment on peut le faire avec Image Center et AIP. Comment on peut mettre en place ces stratégies-là, et aussi par rapport à Thunberg met en place aussi pour se protéger des cryptolockers un logiciel qui bloque le RDX, donc essentiellement leur Quick Store Station. Je l'ai testé, ça marche très bien. Là, il n'y a qu'un seul. En fait, il va toujours demander une autorisation avant d'écrire sur le média en cours, et puis ça peut être activé pour spécifiquement AIP et que rien d'autre n'ait le droit d'écrire sur le RDX. Le deuxième document, qui est gratuit aussi, pareil, vous le trouvez. Alors, ce que j'ai pas dit, le premier document, il est sur getitback.eu, et puis le deuxième, il est sur notre site netjapan.eu. Là, comme par le passé, on avait travaillé avec une solution d'antivirus, moi plus spécifiquement, on a été assez sensibilisé par rapport à ces problèmes de cryptolocker, et voilà, ça c'est la naissance de ce document. Et bon là, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est plutôt mes collègues, et ça vous permet de contrôler tous les cas de figure qui pourraient vous arriver en cas d'attaque de cryptolocker. Donc là, vous êtes, si ça a tendance à être quelque chose qui vous dérange, qui vous fait perdre du temps, je pense que ça vaut la peine de regarder ce document. Alors, le point suivant, monitorer. Donc là, bon, vous protégez vos backups, ça va très bien. Maintenant, il faut aussi les monitorer en temps réel. Donc voilà ce que je disais, ça c'est ActiveVisor. Alors, il vous permet de monitorer les sauvegardes d'AIP et aussi de gérer AIP sur un réseau local. Donc, il va découvrir, dans la mesure de la configuration du DNS local, du LAN, du NetBIOS, hein, s'il arrive à les détecter, hein, c'est comme un network scan classique, il va trouver les agents d'AIP qui sont atteignables, il va vous les importer là-dedans automatiquement. Là, ce qu'il vous permet de faire, donc là aussi j'ai fait un webcast, hein, lui il est disponible sur YouTube, ça c'est sûr, je présente toutes les différentes fonctionnalités. Là, cette vue, on voit qu'elle est un peu complexe, hein, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de montrer au client. On peut aussi lui montrer juste le monitoring. Et puis là, alors, AIP, l'application AIP, c'est l'abréviation pour notre je réponds à une question. L'agent, c'est Active Image Protector, donc c'est ce qui va nous permettre de créer les sauvegardes. Alors, justement, ça c'est dans le contexte qu'on va monitorer nos sauvegardes, comment elles sont créées. Donc là, on va proposer au client, une fois que vous avez tout configuré, hein, une fois que vous avez vu mon webcast par rapport à ActiveVisor, ça vous permet de voir d'une manière centrale, déjà pour vous, très pratique. Vous pouvez y accéder à travers une web console. Donc, vous l'activez tout simplement depuis les préférences console. C'est très simple. Et là, vous comprenez facilement qu'il suffit d'ouvrir un port sur le routeur et vous accédez à distance. Bon, la musique d'avenir pour AIP, hein, là pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est en local. Alors déjà, AIP, on va faire en sorte qu'on AIP va évoluer. Bon, là, je vais peut-être pas en parler parce que ça va tout mélanger. Je vais rester sur ActiveVisor. Le but, ça sera dans l'avenir de gérer tous
les clients, tous vos clients que vous avez dans une seule console, mais là on va devoir encore faire en supplément un côté cloud. On aura un serveur qui sera hébergé quelque part où vous allez pouvoir vous connecter à ce serveur qui sera dans le cloud. Alors soit c'est nous qui l'hébergeons, soit ça sera à vous, vous pourrez faire une installation comme ça. La technologie est encore en développement, mais c'est une de nos priorités vraiment que vous puissiez voir tous vos clients dans une seule vue. Alors là, j'ai encore une question. Ma question, c'est plutôt qu'est-ce que vous voulez dire par agent? C'est un autre composant ou c'est l'application IP qui est déjà installée sur les machines? Alors oui, c'est l'application IP qui est déjà installée sur les machines. Elle contient alors l'agent, c'est tout simplement celui qui va faire les sauvegardes en local sur la machine. C'est ce que nous appelons agent, tout simplement. Il n'y a rien de spécial, c'est juste l'application qui est installée. Pourquoi on fait la différence? C'est parce que bientôt, ouais, là je m'égare du sujet, mais puisqu'on est dans la problématique agent ou pas agent, à l'avenir on va avoir une solution sans agent. L'agent c'est vraiment celui qui va être sur la machine elle-même, en local, faire la sauvegarde en local. Alors que maintenant, aujourd'hui, Microsoft nous apporte aussi la possibilité de sauvegarder sans agent. Donc on peut juste se connecter à distance sur une machine et faire la sauvegarde comme ça. Et ça va être la technologie de notre prochain produit qui sera sans agent. Mais là, je mélange un peu tout, hein, ça va être encore plus compliqué. Mais bon, grosso modo, maintenant, pour ce que je suis en train de dire, considérez que l'agent, c'est vraiment celui qui va sauvegarder en local sur la machine. On a un AIP qui va sauvegarder la machine sur laquelle il est installé, tout simplement. Sans parler d'agentless ou autre, là ça devient encore un peu plus compliqué. Il y aura encore un webcast par la suite hein, pour expliquer clairement qu'est-ce que c'est le agentless. Ça va encore être, ça va être à l'avenir. D'ailleurs, cette solution, elle va sortir avant fin avril. Ça c'est sûr, c'est vraiment le délai maximum. Et puis par la suite, toutes les fonctionnalités pour Image Center et autres. Bon. Pour revenir à ActiveVisor, alors c'est très bien, il est en local. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on avait une collaboration, on a toujours, pardon, une collaboration avec ServerEye. Pourquoi je parlais au passé, c'est que par le passé, on a développé un sensor qui permet de monitorer AIP. Donc, si vous voulez maintenant une console où vous voyez tous vos clients en une seule vue, eh bien, pour l'instant, ça serait avec ServerEye dans une seule vue, ou alors vous vous connectez à distance hein, à travers la web console sur ActiveVisor. C'est l'un ou l'autre pour l'instant. Et puis voilà, à l'avenir, c'est vraiment ActiveVisor qui va remplacer les fonctionnalités. Alors voilà, je sais pas si tout était clair pour ActiveVisor, tout peut pas être clair, hein, il manque le webcast. Il faudrait vraiment que je vous montre toutes les fonctionnalités une à une. En gros, vous pouvez, hein, vous voyez sur les différents boutons, ça c'est vraiment l'essentiel. Le backup, vous déployez un profil de sauvegarde sur toutes les installations d'AIP en local. Vous pouvez vraiment tout paramétrer. C'est pas seulement le monitoring. C'est un outil extrêmement complet. Quand vous arrivez chez votre client, si vous avez plusieurs places de travail, vous ne vous connectez que à l'ActiveVisor et c'est vraiment si vous cas extrême, vous avez des problèmes d'installation, ce qui devrait normalement pas arriver, vous pouvez tout gérer ici. Là, vous utilisez que ActiveVisor pour une fois que vous êtes chez votre client. Alors tester, c'est pas seulement là je vous ai parlé de tester les AIP, donc c'est très bien, on voit qu'on a fait les sauvegardes, mais ça ne suffit pas. Alors ça, justement,
il faut penser à ça. Ça fait partie du travail supplémentaire dont je parlais au début. Ces vérifications supplémentaires. Donc, évidemment, en fonction de ce que le client il est prêt à payer en heures de services supplémentaires, pas seulement les vérifier que les sauvegardes sont bien arrivées. Ce que je vois le plus souvent, c'est que ok, on a vu que les sauvegardes sont arrivées et puis c'est tout bon. Mais non, ça ne suffit. Dans la plupart des cas, il se trouve que jusqu'ici, par hasard, beaucoup de clients ont de la chance, la plupart ont de la chance et ça marche très bien. On a une restauration, ils ne font que contrôler que les sauvegardes sont créées, mais il faut surtout aussi créer la queue. Alors vraiment voir que les sauvegardes sont cohérentes et puis aussi qu'on peut, là le NEC plus ultra, c'est qu'on peut démarrer le système. Alors, évidemment, si on contrôle tout, ça va demander pas mal de travail. Et ça, c'est important d'en avoir conscience qu'on va parler au client ou qu'on va lui faire un packaging et puis qu'on soit aussi capable d'argumenter pourquoi c'est plus cher que chez le concurrent. C'est vraiment qu'avec les deux fonctionnalités supplémentaires, si vous avez la cohérence et la bootabilité que vous garantissez à votre client, votre service aura beaucoup plus de valeur. Vous pourrez vraiment lui garantir à 100%, si vous faites les deux, c'est vraiment garanti à 100% que vous pouvez restaurer le jour d'un désastre. Ça, c'est vraiment essentiel de faire ça. Alors, je vais aussi vous montrer dans un instant comment vous pouvez tester rapidement la bootabilité manuellement avec ImageBoot et après aussi, vous pouvez l'automatiser. Justement, avec la fonction de boot check, vous l'automatisez. Donc, vous la testez dans Image Center. Donc, c'est exactement la même chose qu'ImageBoot. Donc, ImageBoot et Image Center, ce sont des produits gratuits qui travaillent sur les gratuits. Vous avez payé pour Active Image Protector et puis ImageBoot et Image Center vous permettent d'utiliser, ne peuvent être utilisés que sur des images générées par AIP. Alors voilà, là vous testez tout ça, c'est très important. En concret, comment vous faites vous simulez une panne, vous dites bon le serveur C est tombé en panne, ça peut être éventuellement dehors des heures de travail, et vous regardez qu'est-ce qui se passe quand vous démarrez avec ImageBoot le serveur C, est-ce que vous pouvez continuer à travailler ou non? Alors bon, là c'est un peu malheureux d'avoir écrit NAS et iSCSI parce que le iSCSI n'est pas nécessaire. Vous pouvez être connecté en share normal, share Windows. Il n'y a pas de problème. Alors, le point très positif au niveau de l'utilisation de l'espace disque, c'est que ImageBoot va vous monter l'image sur, donc ici sur ce schéma, sur la Hyper-V d'appoint, ça va être un stand-by virtual machine, donc la machine qui est vraiment là en cas de désastre, permettra bien sûr de faire les tests aussi. Et là, ce disque, l'image du serveur C qui a été sauvegardée sur le NAS sera montée comme un disque local, donc avec un mount driver qui est intégré dans ImageBoot. Cette image sera montée comme si c'était en local. Ensuite, le ImageBoot va mettre ce disque, qui sera vu comme un disque physique, offline pour qu'il puisse être attaché dans Hyper-V. Dans Hyper-V, je veux dire dans une machine virtuelle, bien sûr. Vous pouvez connecter. C'est comme si vous voulez démarrer un disque physique. Ce disque physique, vous voulez le démarrer dans Hyper-V. Donc vous procéderiez exactement de la même façon. Vous mettez le disque offline. Donc au niveau de l'espace disque, ça veut dire que sur votre machine standby, vous n'utilisez aucun espace disque.
Ça passe complètement par le réseau. Bon, si vous êtes en gigabit, il n'y a pas de problème. Si vous avez plutôt 100 mégabits, vous allez le sentir dans les performances. Bon, même en gigabit, si vous avez des bases de données avec beaucoup de petits fichiers, vous allez le remarquer. Donc le client, il sera heureux. Bon, là, si on sort du contexte de test, vous avez vraiment la panne. Le client, il sera heureux de pouvoir travailler, mais il va quand même vous dire que c'est un peu plus lent. Si vous avez un CRM ou quelque chose qui a une grosse base de données, ça va être un peu plus lent. Peut-être que si d'habitude les requêtes prennent 1 seconde, là elles vont plutôt prendre 4 à 8 secondes. Il faut être conscient de ça. Ça vient de la technologie de Mount. Alors toujours dans le schéma de test, hein, on peut faire des choses un peu plus complexes. Vous pouvez pas, si vous pouvez pas tester sur site, ou bien si vous avez fait une réplication hors site, hein, ce qu'on recommande, hein, toujours avec la règle 3-2-1. Là vous êtes dans le schéma 1, vous mettez hors site. Là on a même, on n'a pas un seul hors site, on en met 2 hors site avec une quick station. Typiquement, le client il peut prendre ça. Il peut même le prendre chez lui pour tester avec ImageBoot. Bon, c'est peut-être pas votre client qui va tester avec ImageBoot, mais plutôt vous. Quoique c'est pas très compliqué, je vais le montrer tout de suite. Le client sera tout à fait capable de le faire lui-même. C'est juste démarrer une image avec ImageBoot. Vous pouvez aussi le faire sur votre cloud. Sur votre cloud, vous le faites peut-être une fois avec ImageBoot parce que il faudra contrôler que toutes les applications fonctionnent, hein, que les bases de données sont intègres, que le client pourrait travailler en cas de panne. Et voilà, bon, ça c'est juste un schéma pour complexifier un petit peu. La petite démo, pour vous montrer à quel point c'est facile, ImageBoot. Alors, voilà, j'étais déjà en train de choisir mon image. Voilà ImageBoot. Je vais aussi ouvrir le gestionnaire de disque. Voilà. Voilà, il n'est pas encore monté. Hein. C'est juste pour vous montrer ce que je disais tout à l'heure. Il va monter le disque et ensuite démarrer la machine virtuelle. Alors là, elle n'y est pas encore. Vous voyez, ça c'est beaucoup de... Voilà, celui-là, on n'en a plus besoin. Alors allons-y, on va démarrer une image. Une sur le disque F. Donc vous voyez, hein, ça c'était des fichiers AIX. J'en ai déjà démarré plusieurs. Donc AIX c'est des différentiels. Voilà. Simplement là, hop, vous voyez, il a monté le disque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant vous lui donnez une lettre de lecteur, vous pouvez utiliser ImageBoot quelque part, vous n'avez pas AIP par exemple, vous installez juste ImageBoot et là vous avez monté votre image, vous pouvez extraire des données. Bon, moi je vais juste vous montrer à quel point c'est simple de démarrer rapidement. Attention, une erreur, c'est souvent qu'on met pas assez de mémoire, puis on a des messages d'erreur. Ça, je recommande Hyper-V ou VMware, les produits VMware, ils sont bien. Vous avez des messages d'erreur clairs. Voilà, bon, je vais pas refaire tout le webcast par rapport à la disponibilité instantanée. Là, c'est vraiment le but de vous montrer que c'est assez simple. Alors là, ouais, ça c'est parce que j'ai mis le lancement automatique dès qu'on injecte un disque. Alors, voilà, vous voyez, il l'a mis offline, il crée la VM. Et puis évidemment, il peut pas tout lire les systèmes. Voilà, et là il démarre la machine virtuelle qui est là, qui vient de créer en cours de démarrage. Ici, connecté. Ah, je l'ai lancé 2 fois. On va quitter ici. Parce qu'il la lance toute seule. Hein. Voilà. Donc là, ça va bien. Essayez-le quand même une fois avant. Le temps peut varier. Si vous avez des serveurs qui sont assez complexes, vous voyez là, Windows est en train de préparer.
il a détecté un changement de contexte. Et là, ça vaut la peine de l'avoir essayé une fois avant d'arriver en situation. Bon, vous voyez, là, il y a vraiment rien de sorcier. C'est extrêmement simple. Si vous l'avez testé une fois avant le cas de désastre, vous allez être extrêmement tranquille, surtout si vous avez les stratégies que je viens d'évoquer. Une autre possibilité, et surtout pour les tests, ça va être beaucoup plus simple pour vous. J'ai pas mis de slide pour ça, mais j'aimerais juste en parler vite fait. C'est la possibilité de faire un vStandby. Donc là, j'ai aussi fait un webcast plus complet pour expliquer vStandby. Qu'est-ce que c'est exactement? Concrètement, ça vous permet d'avoir toutes les machines que vous sauvegardez. Ça peut être des machines physiques, des machines virtuelles. vStandby va vous permettre de virtualiser ou alors d'avoir un clone d'une VM sur un autre Hyper-V. Bon, mais là, évidemment, il va prendre l'espace disque qui sera sur l'autre Hyper-V ou SXI. Donc l'un ou l'autre. Concrètement, vous aurez une machine virtuelle qui sera la réplique du système que vous avez sauvegardé dedans, avec tous les différents snapshots où vous pouvez décider lequel démarrer. Ça sera encore beaucoup plus rapide qu'ImageBoot, sans l'inconvénient de la lenteur que je viens de vous dire. Mais par contre, comme ça va vous demander plus d'espace disque sur l'hôte qui va accueillir cette machine virtuelle, évidemment pour écrire le disque dur virtuel, ça c'est clair. Alors aussi, pour automatiser les tests de sauvegarde, il y a tout un document qui a été créé par mes collègues. Il est aussi gratuit, pareil, hein, je vous envoie le lien volontiers si vous le souhaitez. Alors, ouais, tester, on veut dire toutes les années, ça peut être une bonne pratique de tout tester, démarrer avec ImageBoot, ou alors si on a vStandby, on démarre toutes ces VM vStandby une fois, on regarde, tout fonctionne. Qu'est-ce qui est critique pour le client? Est-ce que tout fonctionne? Ça, c'est vraiment important de le faire. Là, c'est pareil, on parle de coûts opérationnels pour vous. Est-ce que le client est prêt à vous payer ou non? Ça, c'est parfois difficile à lui vendre, hein. Mais s'il comprend à quel point c'est critique, il sera aussi prêt, voilà, au risque de me répéter. Alors, pour revenir au dernier sujet, le dernier thème, hein, le plan de reprise d'activité. Là, il faut absolument définir les objectifs. Donc déjà, ne serait-ce que pour savoir exactement ce que vous allez tester pour le cas de désastre, il vous faut un plan. Ce plan, nous on vous propose de l'établir, hein. Là pareil, tout à la fin on a un document. N'hésitez pas à vous en inspirer, parce que sinon il y a vraiment beaucoup de choses, des paramètres auxquels on pense pas forcément. Basez-vous volontiers sur le document pour le DRP, le Disaster Recovery Plan, où il y a 4 étapes essentielles. Donc, établir les objectifs. Alors là, vous les aurez déterminés, adaptés aux besoins spécifiques du client, mais aussi en fonction des systèmes à sauvegarder. Évidemment, quelles ressources sont essentielles pour lui. Ça semble évident, mais il faut y penser avant. Pareil pour les priorités. Dans le cas de panne, on prend vite une mauvaise décision. On est vite dans la situation, on est dans la panique, où on n'a pas les idées claires sur quel système est vraiment prioritaire lorsqu'on est dans la situation où plusieurs systèmes sont tombés en panne en même temps. Oui, ça n'arrive quasiment jamais, mais il faut avoir un plan pour le cas où, et il faut être capable de... Voilà, c'est votre parachute, hein, au cas où. Aussi, les détails de la stratégie de backup et de restauration, ils vous permettront d'estimer les différents temps. Donc les temps, ça c'est critique, hein. Et ça justement, je vais vous montrer dans le slide d'après comment on les évalue, comment on peut
faire, comment on peut agir dessus. Bon là pareil, hein, juste à titre de remarque, j'ai fait un webcast complet sur ce plan de reprise d'activité, donc je vais pas aller à fond dedans. Le webcast il dure à peu près il dure même plus que 40 minutes. Alors j'ai pris pas mal de temps et là il reste 5 minutes dans ce webcast, donc je vais pas m'attarder trop, hein, ça va être un survol. Et puis aussi comme dernier point, l'organisation de l'urgence. Il y a souvent des détails qui vont faire perdre beaucoup de temps si vous n'avez pas passé ces points principaux en revue avant. C'est voilà. Donc par rapport au temps, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu technique. Il y a des termes comme RPO, RTO. RPO, c'est pour le Recovery Point Objective. Donc bon, c'est un peu alors c'est le temps entre la dernière sauvegarde et le désastre. Donc tout ce qui est arrivé entre ces deux événements sera perdu. Donc concrètement, dans notre cas, on peut s'imaginer il y a une sauvegarde toutes les demi-heures. Et là, on avait fait une sauvegarde à 10h30 et on a eu le désastre à 11h pile. Pas de chance, on n'a pas pu faire la sauvegarde. Il a perdu une demi-heure de sa sauvegarde. Là, voilà, on imagine que vous intervenez instantanément. Le client vous appelle, vous êtes directement sur place et ça commence déjà. En réalité, il manque un temps, c'est déjà le temps de réaction. Donc, quand vous êtes au courant. Alors, le RTO, c'est le temps nécessaire pour récupérer le système opérationnel. Alors, lui, il dépend essentiellement de la technologie et de la méthode de restauration. On peut l'influencer aussi, pareil, hein, en fonction du budget, essentiellement à cause des problématiques Image Boot, vStandby. vStandby, vous serez beaucoup plus rapide. Image Boot, il est rapide aussi. Et si vous n'avez pas de possibilité d'avoir de la virtualisation, ben vous êtes en bare metal et ça va vous prendre pas mal de temps. À supposer que vous n'avez pas de nouveau matériel et que vous prenez pas le risque de vous trouver avec un problème de driver quand vous allez démarrer le système. Alors ça c'est vraiment le pire des cas. Vous avez jamais testé le worst case en bare metal recovery. Ça c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter à tout prix. C'est très rare, mais on voit encore quelques clients qui sont coincés pour des systèmes qui semblaient pas importants et finalement on se rend compte que c'était quand même pas acceptable de faire du bare metal. Surtout si on ne l'a jamais testé auparavant, ça c'est vraiment crucial. Alors après il y a l'autre paramètre, donc le WRT, Working Recovery Time. Donc le temps qu'il faut encore travailler, donc c'est votre travail pour que le client puisse de nouveau être opérationnel en production. Typiquement c'est une base de données. Ou est-ce que le réseau est correctement configuré? Est-ce que la base de données est consistante? Si elle n'est pas consistante, parfois, dans le pire des cas, s'il n'y a vraiment rien à faire, vous allez devoir revenir à une sauvegarde encore plus ancienne. Donc le RPO sera peut-être doublé, voire triplé, pour arriver à un état où la base de données est de nouveau consistante. Ça, c'est vraiment le WRT. Il peut être plus ou moins long. C'est très difficile de le juger. C'est pour ça, là, pareil. Je reviens, je répète en boucle, il faut tester. Alors le MTD, le Maximum Tolerable Downtime, bon, on comprend bien ce qui est acceptable pour le client. Qu'est-ce que lui, il est prêt à tolérer, et à partir de là, vous allez pouvoir faire vos estimations. En incluant bien sûr une estimation du temps de réaction là qui n'est pas sur ce schéma, je sais ce qui manque encore. Là, oui, la priorité par système. Il y a deux paramètres importants qu'on peut se poser sous forme de question. Est-ce que les données sont critiques?
Est-ce que le serveur est nécessaire pour l'activité de l'entreprise, commerciale, productive? Euh, alors, typiquement, nous, on a un exemple. Hein, je l'explique plus en profondeur dans le webcast, mais webcast dédié au DRP. Mais typiquement, si on a un serveur de téléphonie, alors il est crucial pour notre activité, mais les données qui sont dessus ne sont pas cruciales. Donc ça va définir d'une manière complètement différente les différents temps qu'on va établir dans ce plan de désastre, de recouvrement après le désastre. Ça va être complètement différent. Alors qu'un serveur de facturation, là, c'est les données qui sont critiques. Si on peut pas faire de facturation pendant un plus long moment que le téléphone, ça va être moins catastrophique que s'il s'agit de téléphonie. On peut garder, nous on a une queue qui va se faire sur notre site internet et à la reprise du serveur de facturation, cette queue sera traitée automatiquement. Donc on veut surtout ne perdre aucune donnée, mais s'il est en panne pendant plus longtemps, c'est moins dramatique qu'un serveur de téléphonie où toute l'entreprise serait paralysée si on ne peut pas téléphoner. Juste à titre d'exemple. Euh, alors voilà, ça c'est des points qu'il faut discuter avec le client, très important, ou au moins que pour lui ce soit clair, au moins que ce soit dans une clause que éventuellement vous avez déjà préparée à l'avance, et cette clause-là, pardon, cette clause vous l'avez préétablie, vous la distribuez par exemple pour un bouquet, un package que vous proposez à votre client, et là il accepte, il signe le document, tout ça c'est mis au clair, et c'est aussi pour vous protéger au cas où il y a des problèmes par rapport aux droits européens. Hein, dans le DRP, on a vraiment voulu dans ce document qui est disponible gratuitement, on a voulu intégrer tous les points essentiels aussi par rapport à la loi sur la protection des données qui est arrivée en 2016 au niveau européen pour que vous vous fassiez pas piéger. Donc là vraiment c'est important, enfin que vous ne vous fassiez pas surprendre, pardon. Il n'y a pas de personne ne veut faire de piège, pardon. Alors là aussi, dernier point, quelques points qui semblent essentiels d'avoir documenté. Pareil, les contacts, ça arrive que des clients arrivent chez nous un petit peu, ils nous ont déjà cherché pendant pas mal de temps, ils nous connaissaient pas, ils ont juste vu IP, ils savaient pas où nous contacter, ils ont déjà perdu une demi-heure dans leur situation d'urgence, alors que le collègue qui était en vacances, il aurait pu juste noter pour IP, contactez-les, aller sur netjapan.eu tout simplement, il y a tout, il y a le chat, il y a le téléphone. Alors là c'est toujours un peu triste quand on voit des clients qui sont vraiment perdus. Bon, c'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour c'est pas seulement pour nous contacter nous, c'est aussi pour contacter typiquement le spécialiste dans l'application qu'utilise le client. Ça semble bête, mais on voit encore trop fréquemment des personnes qui ont un stress inutile, des clients qui ont un stress inutile parce qu'ils n'ont pas préparé ça dans leur documentation. Ça c'est voilà, quelque chose qu'on aimerait vraiment éviter au maximum pour le confort de tout le monde. Là, pareil, le document disponible en ligne. Moi, je vous envoie les liens volontiers de tous les documents que je vous ai proposés là, aujourd'hui. Et puis, voilà, bon, j'ai quand même dépassé. Si vous avez des questions, ne serait-ce que comme je viens de dire, alors si les questions, là, je vais vous laisser un petit moment pour poser vos questions, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer. Je vais juste couper l'enregistrement, comme ça vous allez peut-être